On appelle proposition mathématique toute écriture mathématique ou bien un énoncé mathématique possédant un sens. Exemple, 2 plus 3, ça vaut 5. C'est une proposition mathématique, peut-être appelée par P. Autre exemple, Q, par exemple, une autre proposition, 5 inférieur ou égal à 10. C'est une proposition mathématique. Un autre exemple, on appelle P0, Q0. Voilà pour le P1, par exemple. 5 plus X, ça vaut 10. C'est une proposition mathématique. P2, par exemple, racine de X au carré égale valeur absolue de X. C'est une proposition mathématique. Autre exemple, Q1, par exemple, 3 supérieur, bien inférieur ou égal à moins 5. C'est une proposition mathématique. Alors, une proposition mathématique, c'est-à-dire une écriture mathématique possédant un sens, peut-être qu'elle soit vraie ou bien fausse. Alors, 2 plus 3, ça vaut 5, c'est une proposition vraie. On peut ajouter le symbole V pour dire qu'elle est vraie, ou bien le numéro 1. Pour Q0, 5 vraiment inférieur à 10, alors cette proposition est vraie, on ajoute ou bien le 1. P1, 5 plus X égale à 10, c'est une équation, oui, le X par exemple vaut 5, 5 plus 5 c'est 10, alors vraiment c'est une proposition mathématique vraie, donc soit on ajoute la lettre V ou bien le numéro 1 pour dire que la proposition elle est vraie. Pour P2, racine de x carré égale la valeur absolue de x, c'est juste, alors c'est vrai. Pour Q1, 3 inférieur ou égal à moins 5, alors c'est une proposition fausse, soit on ajoute la lettre F pour dire qu'elle est fausse, ou bien 0. Voilà. Pour les quantificateurs logiques, il y en a 3. Le quel que soit, il existe et il existe unique. Très bien. Alors, commence par notre premier quantificateur, appelé le quantificateur universel. Le symbole est le suivant. Comme si vous voulez dire une A inversée. Alors, ce symbole ou bien ce quantificateur est valable pour tous les éléments de l'ensemble. Exemple, lorsque j'écris ce symbole, ça veut dire quel que soit, c'est-à-dire pour tous les éléments. Quel que soit, X appartient à R, c'est-à-dire pour tous les réels dans l'ensemble R. La même chose lorsque j'écris quel que soit N appartenant à grand N, c'est-à-dire pour tous les entiers dans l'ensemble N. Alors, ce quantificateur appelé quantificateur universel. Quel que soit x appartient à R, lorsque j'écris par exemple racine de x carré égale valeur absolue de x, cela veut dire que la proposition est vraie pour tous les réels dans R. Alors, lorsque j'écris quel que soit n dans n et je déclare que n est pair, alors cela est faux. Pourquoi? Parce que l'ensemble des entiers naturels ou bien n'importe quel entier naturel peut être pair ou bien impair. Alors, lorsque j'écris quel que soit, c'est-à-dire pour tout entier dans n, je déclare que n est pair, c'est-à-dire que j'ai éliminé la partie que n est impair et c'est faux. Pour le deuxième quantificateur, il existe. Le symbole est le suivant. Si vous voulez dire un E inversé, alors ce quantificateur est appelé le quantificateur existentiel. Alors, lorsque j'écris le symbole, puis x appartient à R, je dicte qu'il existe un x dans R, ou bien il existe un réel dans l'ensemble R. Alors,
ce réel peut être 1, peut être 2, peut être 3, etc. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il existe au moins. Je reprends, il existe x dans R, c'est-à-dire qu'il existe au moins un réel dans R. Peut-être qu'il y en a 1, 2, 3, etc. Pour l'autre symbole, on ajoute le point d'exclamation suivante. Alors, ce symbole traduit par il existe unique. Lorsque j'écris il existe unique x dans R, c'est-à-dire je confirme qu'il y a un seul et unique réel. Je reprends la différence entre ces deux symboles sont toujours des symboles ou bien des quantificateurs existentiels, mais la différence que le premier symbole, il existe au moins un élément ou bien un réel, c'est-à-dire peut-être qu'il y en a un, peut-être deux, peut-être trois, etc. Pour le deuxième symbole, il existe unique, c'est-à-dire exactement un unique élément ou bien un réel unique. Cet exemple va bien nous éclaircir les choses pour voir la différence entre ces deux quantificateurs. Alors, pour la première proposition P1 nous dicte qu'il existe un réel tel que 2 plus x égale à 3. Est-ce que cette proposition est vraie ou bien fausse? Notre équation 2 plus x égale à 3, vu qu'elle est une équation du premier degré, alors admet une et une seule solution qui est 1, c'est-à-dire x égale à 1 est la solution de l'équation. Donc, il nous dicte qu'il existe un réel, c'est-à-dire peut-être que c'est un réel, ou bien deux réels, ou bien trois. Alors, on a trouvé un réel, donc la proposition ou bien le quantificateur est vrai. Donc, cette proposition est vraie. Pour la deuxième proposition P2, cette proposition déclare qu'il existe un unique x ou bien un unique réel dans l'ensemble R tel que 2 plus x égale à 3. Donc, la solution est 1, c'est-à-dire notre x égale à 1. Donc, on a trouvé une et une seule solution. Bien sûr, cela ne contredit pas le fait de dire qu'il existe un unique réel. Alors, cette proposition est vraie. Pourquoi? Parce que le réel unique, c'est 1. Très bien. Pour la troisième proposition, il existe un réel dans l'ensemble R tel que x au carré égale à 9. Je reprends, il existe un réel lorsque j'écris ce symbole, c'est-à-dire qu'il existe au moins. Peut-être qu'il y en a un, ou bien deux, ou bien trois, ou bien plus. Alors, il existe au moins un réel tel que x au carré égale à 9. Très bien, donc ce réel peut être 3, 3 au carré, c'est 9. Bien sûr, encore, ce réel x peut être moins 3. Moins 3 au carré vaut 9. Alors, 3 au carré, c'est 9. Et bien sûr, moins 3 au carré, c'est 9. Très bien, alors, ce quantificateur ne met pas une contradiction avec notre équation. Alors, cette proposition est vraie. Pour la quatrième proposition, déclare qu'il existe un unique réel x dans l'ensemble R tel que x au carré égale à 9. Alors, vu dans l'exemple précédent, le x peut-être vaut 3 ou bien moins 3. C'est-à-dire, dans les deux cas, x au carré vaut 9. Alors, notre quantificateur déclare qu'il y a un et un seul réel, contradiction, vu qu'il y a deux réels qui sont 3 et moins 3. Alors, cette proposition est fausse. Donc, voilà la différence entre ces deux quantificateurs. Il existe au moins et il existe unique. Pour la négation de la proposition, on a l'écriture suivante. Alors, on considère
P une proposition mathématique, alors si on veut par exemple noter la négation de P ou bien le non P, alors sera noté par soit P bar ou bien le non P. Si P est vrai, alors la négation de P est fausse. La même chose, si P est fausse, donc la négation de P est vraie. Très bien. Alors, au niveau des exemples ou bien des exercices. Si, par exemple, on note P1, la proposition suivante, alors, quel que soit X, par exemple, dans l'ensemble R, X inférieur à 3. Par exemple, donc, la négation de cette proposition est la suivante. P bar ou bien le non P, la même chose d'écrire ce symbole ou bien ce symbole. Alors, non P ou bien P bar, la négation de quel que soit, c'est il existe un X dans l'ensemble R, et la négation de inférieur ou égal, c'est supérieur strict. Je reprends, la négation de inférieur ou égal, c'est supérieur strict. Donc, x inférieur ou égal à 3, la négation de ce symbole est x supérieur strictement à 3. Pour la proposition P1, quel que soit x dans R, x est inférieur à 3. C'est-à-dire, pour tous les nombres, quel que soit votre choix de réel dans R, toujours votre réel est inférieur à 3, alors c'est faux. Exemple 5, 5 c'est un réel, alors 5 n'est plus inférieur à 3. Très bien, donc cette proposition est fausse. Alors, pour sa négation, il existe un réel, c'est-à-dire peut-être qu'il y aura 1, 2, 3 ou plus. Il existe au moins un réel x dans R tel que le x est strictement supérieur à 3. Très bien, par exemple, on choisit 6. Voilà, 6 supérieur strictement à 3. Autre exemple, par exemple, si vous voulez dire 20 sur 3. 20 sur 3, bien sûr, supérieur strictement à 3. Alors, cette proposition est vraie. Très bien, donc si P est fausse, alors la négation de P est vraie. Si P est vrai, alors la négation de P sera fausse. Très bien. Un autre exemple, si on prend la proposition Q, quel que soit x un réel, c'est-à-dire dans l'ensemble R, il existe un y, bien sûr un réel aussi, tel que, si vous voulez dire, x plus y vaut 0. Alors, la proposition est la suivante. Quel que soit, c'est-à-dire à chaque fois lorsque vous choisissez un réel x dans R, est-ce que vous pouviez trouver un y dans l'ensemble R tel que la somme est nulle. Si par exemple on prend la valeur 3, est-ce qu'il n'y a pas un réel tel que la somme est nulle? Oui, le réel est moins 3, c'est tout simplement l'opposé, tel que la somme est 0. Automatiquement, on peut dire que y n'est autre que l'opposé de x, qui est moins x. Donc, la proposition est vraie. Très bien. On procède à la négation non Q ou bien Q bar. Donc, la négation de Q, bien sûr, quel que soit devient il existe x dans R, lui il existe devient quel que soit y dans R, et x plus y, le égal devient différent de 0. Alors, il existe un réel, fixez-moi un réel par exemple, on prend la valeur 1. Est-ce que, quel que soit votre y dans l'ensemble tout entier, R
La somme est toujours différente de 0. Je reprends. Il existe un x dans R, c'est-à-dire qu'on a fixé un réel dans l'ensemble R. Par exemple, on a choisi le 1. Est-ce que, quel que soit, c'est-à-dire n'importe quel réel que vous allez choisir dans l'ensemble R, la somme est toujours différente de 0? C'est faux. Pourquoi? Si on choisit, par exemple, le moins 1. 1 moins 1, ça vaut 0. Et 0 égale à 0. 0 n'est plus différent de 0. Alors, cette proposition est fausse. Très bien. Alors, si la proposition Q est vraie, alors Q bar ou bien non Q est faux. La même chose, si Q une proposition fausse, donc le Q bar est vrai. Petite remarque, l'ordre des quantificateurs est très important. C'est-à-dire, désordonner ou bien changer l'ordre des quantificateurs dans une proposition peut changer sa vérité. Peut-être qu'elle est vraie et devient fausse. On va voir l'exemple suivant. Alors, quel que soit notre réel dans R, il existe un réel y tel que x plus y est nul. Je reprends n'importe quel réel dans l'ensemble R. C'est-à-dire, vous avez le choix de prendre n'importe quel réel. Est-ce que vous pouvez toujours trouver un réel tel que la somme est nulle? Exemple, si on prend 3, le réel tel que la somme est nulle est tout simplement moins 3. C'est-à-dire, à chaque fois lorsque je vais choisir un réel x, pour que la somme est nulle, il faut que je vais sommer avec son opposé. C'est-à-dire, le y vaut tout simplement moins x. Et c'est une proposition vraie. Pour la deuxième, il existe un réel y dans R. C'est-à-dire, vous allez fixer un réel, peut-être 1, peut-être 2, mais il existe au moins un réel dans R. Par exemple, on va choisir 1. Est-ce que vous avez le choix de prendre n'importe quel réel tel que la somme vaut 0? C'est-à-dire, est-ce qu'à chaque fois, lorsque je vais prendre un réel dans R, est-ce que la somme va être nulle? Impossible. Exemple, moins 2. La somme vaut moins 1. 3. La somme vaut 4, etc. Alors, c'est une proposition fausse. Voilà l'ordre des quantificateurs, bien sûr, a changé la vérité des deux propositions. P est vrai. Par contre, si on commence par il existe, le Q devient fausse. Concernant les connecteurs logiques, il y en a deux, le et le ou. Commençons par le ou. Alors, si on a deux propositions mathématiques, une proposition P et une autre proposition Q, et on veut relier ces deux propositions par le connecteur ou, c'est-à-dire la réalisation de la proposition P ou bien la réalisation de la proposition Q. Pour mieux comprendre le connecteur ou, on procède à l'expérience suivante. Par exemple, un étudiant veut acheter des stylets et un livre. On note, par exemple, si vous voulez dire la proposition P, l'achat du livre, la proposition Q, l'achat du stylet. Alors, en général, on va essayer de remplir notre tableau. Le tableau suivant, appelé le tableau de vérité, par lequel on va essayer de tester nos connecteurs et bien sûr de démontrer après sur les lois logiques. Alors, notre proposition P, toujours l'achat d'un livre par notre étudiant, la proposition Q, l'achat des stylets par notre étudiant. Alors, pour le livre et pour les stylets. Très bien. Si notre étudiant achète le livre, c'est-à-dire vrai, ou bien on la note par 1, et achète aussi les stylets. En général, est-ce que notre étudiant a fait un achat? Très bien, c'est oui. Alors, c'est vrai, ou bien on note par 1.
Si notre étudiant a acheté un livre, par exemple, elle n'a plus trouvé de stylet. Alors, est-ce qu'en général, l'étudiant a fait un achat? Oui, c'est l'achat du livre. Alors, c'est 1. Si, par exemple, notre étudiant n'a pas acheté le livre et, par contre, il a acheté des stylets, en général, est-ce que l'étudiant a fait un achat? Oui, c'est vrai, l'étudiant a fait l'achat. Et si l'étudiant n'a rien trouvé, pas de livre et pas de stylet, alors l'étudiant n'a rien acheté en général, alors c'est faux ou bien c'est 0. Très bien, en général, pour dire que la proposition P ou Q est fausse, il faut que la proposition P soit fausse et la proposition Q soit fausse. Si P est vrai, Q est vrai, alors P ou Q reste vrai. Si P est vrai, Q est fausse, alors P ou Q reste vrai. Si P est fausse, Q est vrai, alors P ou Q reste vrai. Très bien, voilà le tableau de vérité. Alors, on applique sur notre exemple. Voilà, je l'appelle la proposition par R. Alors, si on considère n supérieur à 3 par la proposition P. Et voilà, pour le n pair, on la note la proposition Q. Alors, il existe un certain entier n, tel que n supérieur à 3 ou bien n impair. Alors, si je choisis par exemple 4, donc 4 est pair. 4 supérieur à 3. Alors, 4 vérifie la proposition P, vérifie la proposition Q. Donc, vérifie la proposition R tout entière. Donc, c'est vrai, réalisable. Je suis dans la première ligne. Si, par exemple, je vais choisir, par exemple, l'entier 3. Alors, 3 est supérieur ou égal à 3, c'est vrai. P est réalisable. 3 n'est plus pair. Alors, n'est plus réalisable le Q. Très bien, donc, c'est vrai et c'est faux. En général, est-ce que j'ai répondu à ma proposition R? Oui, c'est vrai. Alors, je suis dans la deuxième ligne. Pour le choix de 2, si on choisit l'entier n qui est égal à 2, alors 2 n'est plus supérieur à 3, donc la proposition P n'est plus réalisable. 2 est pair, très bien, la proposition Q est réalisable. En général, c'est faux et c'est vrai, mon 2 ne vérifie plus P et vérifie Q. En général, le 2 vérifie la proposition R. Alors, je suis dans la troisième ligne. Si, par exemple, je prends l'entier 1 n'est plus supérieur à 3, 1 n'est plus pair. Alors, l'entier 1 ne vérifie plus P, ne vérifie plus Q, alors ne vérifie automatiquement plus le R. Et je suis dans ma quatrième ligne. Pour le connecteur A, P et Q, la réalisation de cette proposition exige la réalisation de la proposition P et en même temps la réalisation de la proposition Q. Alors, pour comprendre le processus, on procède à l'exemple suivant. Alors, on définit la proposition P par exemple la présence du professeur, la proposition Q par la présence des étudiants et la proposition P et Q, la séance en général. Alors, et on teste par le tableau de vérité suivant. Très bien. Alors, la proposition P, la présence du professeur. La proposition Q, la présence des étudiants. Très bien. Alors, si le professeur est présent, si les étudiants, bien sûr, ils sont présents. Très bien. Donc, est-ce qu'il y aura une séance? La réponse est oui, bien sûr. Donc, P et Q sera vrai. Si, par exemple, le professeur est absent, les étudiants sont présents, est-ce qu'il y aura une séance? Impossible, c'est non. Alors, c'est faux. Si, par exemple, le professeur est présent, les étudiants sont en absence,
alors il n'y aura plus de séance. Très bien. Et par contre, si le professeur est absent, les étudiants aussi, alors automatiquement aucune séance. Alors, pour que la proposition P et Q sera réalisable ou bien vraie, il faut que la proposition P sera vraie ou bien réalisable et la proposition Q sera aussi vraie ou bien réalisable. Alors, on applique sur la proposition R. Très bien. Si, par exemple, je vais prendre l'entier 4. Donc, 4 est supérieur à 3. Vérifie bien la proposition P. 4 est pair. Vérifie bien la proposition Q. Alors, 4 vérifie la proposition P et vérifie la proposition Q. Automatiquement, vérifie la proposition R en général. Et je suis dans la première ligne. Si par exemple, je vais choisir l'entier, par exemple 2. 2 ne vérifie plus P. 2 vérifie Q. Pourquoi? Parce que 2 c'est pair. Alors, en général, 2 ne vérifie plus la proposition R. Et je suis dans la deuxième ligne. Si par exemple, je vais choisir l'entier 5, 5 supérieur à 3 vérifie P, 5 n'est plus pair, ne vérifie plus Q. Alors, l'entier 5 ne vérifie plus la proposition R et je suis dans la troisième ligne. Si par exemple, je vais choisir l'entier 1, alors 1 ne vérifie plus P, pourquoi? Parce que 1 est inférieur à 3. 1 ne vérifie plus Q, pourquoi? Parce que 1 est impair. Alors en général, 1 ne vérifie plus R, très bien, et je suis dans la dernière ligne. Et voilà, concernant le connecteur A, pour dire qu'une proposition P et Q en général, que j'ai notée par R, est vrai, il faut que la proposition P sera réalisable et en même temps la proposition Q sera aussi réalisable. Pour les deux notions qui restent, l'implication et l'équivalence. Alors, l'implication est toujours notée par le symbole. Alors, on écrit une proposition P implique une proposition Q. C'est-à-dire une proposition P, si vous voulez dire, donne ou bien provoque une proposition Q. Petit exemple, si je vais dire par exemple que N est pair, alors ça implique bien sûr, ou bien ça donne que notre entier N, je peux l'écrire sous la forme de 2 fois K. Bien sûr, K, un certain entier. Alors, on a passé d'une proposition à une autre par l'implication. Autre exemple, si j'ai par exemple 3 plus x, ça vaut 2, alors je peux dire que ça implique que x égale à 2 moins 3. Le passage d'une proposition à une autre. Très bien. L'écriture explicite de l'implication est la suivante. P implique Q peut être écrite ou bien traduite par le nom P au Q. Je répète, P implique Q peut être traduite par le nom P au Q. À l'aide de cette écriture, on va remplir le tableau de vérité suivant. Très bien. Alors, une proposition P est vraie. C'est-à-dire, le nom P sera faux. Pardon, c'est faux. La proposition Q est vraie. Alors, faux ou vrai, ça donne vrai. Très bien. Si P est vrai, alors le nom P sera faux. Le Q est faux. Alors, faux ou faux, ça donne faux. Très bien. Si la proposition P est fausse, le nom P sera vrai. Automatiquement, la proposition Q vrai. Alors, vrai ou vrai, ça donne vrai. Finalement, si P est fausse, le nom P sera vrai. Q fausse. Vrai ou fausse, ça donne vrai. Alors, on peut résumer par une application P vrai
n'implique jamais une application fausse. Je reprends, quelque chose de vrai n'implique jamais quelque chose de faux. Et voilà le tableau de vérité concernant l'implication. Pour l'équivalence, l'équivalence est tout simplement le rassemble de deux implications en même temps. Alors, lorsque j'écris P implique Q, c'est-à-dire le point de départ est P et la proposition d'arrivée est Q. Donc, si je fais le chemin inverse, Q implique P, alors la proposition de départ c'est Q, la proposition d'arrivée c'est P. Alors, si je relie ces deux implications, on trouve P équivalent à Q. Voilà l'équivalence. Montrer qu'une proposition P est équivalente à une autre proposition Q, c'est-à-dire montrer que P implique Q et en même temps le réciproque que Q va impliquer P. Très bien. On va remplir le tableau de vérité concernant l'équivalence. Alors, pour P une proposition vraie, Q une proposition vraie, alors vrai implique vrai, c'est vrai. Très bien. Le réciproque aussi, vrai implique vrai, c'est vrai. Très bien. Alors, vrai est vrai, très bien. Vrai est vrai, ça donne vrai. Pour P vrai, Q est fausse, alors vrai implique fausse, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'une implication vraie n'implique jamais quelque chose de faux. Très bien. Alors, le réciproque, faux implique vrai. Très bien, alors c'est vrai. Très bien, alors faux est vrai, ça donne faux. Pour le P fausse, Q est vrai. Quelque chose de fausse vers quelque chose de vrai, c'est vrai. Le réciproque, vrai vers faux, c'est faux. Vrai et faux, ça donne faux, c'est bien. Pour la dernière ligne, P fausse, Q est fausse. Alors, quelque chose de fausse implique quelque chose de fausse, c'est vrai. Le réciproque, bien sûr, est vrai. Alors, vrai est vrai, ça donne vrai. Très bien, et voilà le tableau de vérité concernant l'équivalence. Comme dernière remarque, ce qui est très intéressant au niveau des exercices, c'est comment travailler avec les quantificateurs logiques, lequel que soit, il existe unique. Bien sûr, comment lire les exercices à l'aide de ces quantificateurs. Et bien sûr, comment travailler au niveau des démonstrations. Bien sûr, l'utilisation de l'implication et l'équivalence, elle est obligatoire, surtout au niveau de la rédaction. Je recommande vivement de voir les autres vidéos concernant les types de raisonnement, bien sûr, qui sont essentiels lors de la résolution des exercices.